Salut, on va parler de, nat- de, ja- de- salut, on va parler du narcotrafiquant que Gérard Darmanin veut ouvrir les 100 prisons, les 100, je sais pas comment on dit ça, mais bon, bref, on va lire l'article. Je vais pas rester bloqué. On va lire l'article et on va voir une vidéo. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, Gérard Darmanin veut regrouper les plus gros, voilà, je recherchais tout à l'heure, les plus gros narcotrafiquants en prison. Solution efficace ou coup de com. Dans une interview donnée dimanche 12 janvier 2025, le ministre de la Justice, c'était hier, le ministre de la Justice promet d'isoler les 100 plus grands narcotrafiquants de France. Est-ce souhaitable? En ce début d'année 2025, le nouveau ministre de la Justice du gouvernement de François Bayrou occupe le terrain. Il annonce, il parle, il prend la place, omniprésent dans les médias. Gérard Darmanin s'est même offert le luxe d'inviter le plateau de LCI dans son ministère. Lors de cette interview exclusive du dimanche 12 janvier, que le ministre est empressé de reprendre sur tous les réseaux sociaux, une annonce a retenu l'attention de Gérard Darmanin. Gérard Darmanin veut isoler les 100 plus grands narcotrafiquants de France. Les 100 plus grands narcotrafiquants de France dans une prison de haute sécurité. Est-ce une idée bienvenue ou une opération de communication pour celui qui cache plus ses envies pour la présidentielle de 2027? Voilà, là, il tweet mise en place d'une nouvelle prison de haute sécurité. On va commencer par isoler les 100 premiers, les plus grands narcotrafiquants. Puis, on fera les 200 suivantes. Puis, de nouveau, les 200 suivantes, explique le ministre de la Justice. L'annonce dans le détail. Pour résumer, dès cet été, le garde des Sceaux souhaite vider une prison française afin d'y mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, pour l'instant éparpillés dans toute la France, a-t-il déclaré chez nos confrères de LCI. Il y aura 300 ou 400 narcotrafiquants dans les prisons dans 5 ans ou 4 ans. Pourquoi aujourd'hui on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus? Ce système de diversité ne marche pas, a-t-il spécifié. Là, l'étroite surveillance de ces têtes de réseau devrait empêcher qu'ils pilotent le trafic de drogue depuis les prisons, comme c'est aujourd'hui le cas, précise le ministre de la Justice à actu.fr. Les 100 premiers narcotrafiquants devraient être suivis d'autres vagues de 100 à 200 à 300 ou à 400. Là, il n'y a pas de 400, mais ça sera comme je vous ai dit, dans 4 ans, 5 ans. 400, 500, 600, bientôt 1000. Et bon, bref. Entre 100 et 200 criminels. Cette prison de haute sécurité, comme l'a qualifié Gérard Darmanin, verra ses contrôles renforcés, avec un bouillage conséquent autour de la prison, des fouilles intensifiées, des modalités d'entrée et des sorties plus sévères, annonce le ministère.
Cette prison devrait prendre des allures de bunker. Le personnel y sera spécialement formé. La mesure ne devrait pas engendrer de moyens supplémentaires, souffle le ministre de la Justice auprès d'actu.fr. Pour l'instant, 2 sites ont été pré-retenus et l'annonce du choix doit avoir lieu dans les prochains jours, confie encore le ministère. Le personnel sous pression. Le plan d'action de Gérard Darmanin plonge le secteur dans le flou. Mais qui va vouloir y aller dans cette prison? Interroge Ludovic Robert auprès pour ce surveillant en centre pénitentiaire depuis 17 ans et membre d'un syndicat pénitentiaire des surveillants SPS. Il faut 4 à 5 personnes détenues quand ils se déplacent dans une maison d'arrêt. Là, pour des criminels, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Avance-t-il. Autant de questions laissées en suspens. Nous avons des écoles, nous allons former. Répond en substance le ministre de la Justice je suis perdu, comme d'hab, actu.fr. Éric Fièvre ne serait pas d'illusion. Gérard Darmanin est dans son rôle. Il fait des annonces et l'administration va suivre. Le secrétaire général de la SFDT pénitentiaire l'avoue. C'est plutôt une bonne idée. En revanche, il va falloir y mettre les moyens. Pour ce surveillant pénitentiaire qui a 35 ans de métier, on ne gère pas les têtes de réseau de trafic de drogue comme de petits délinquants. En réalité, Gérard Darmanin répond juste aux attentes de la société. Avoue-t-il laisser les gens veulent plus de fermeté, car ils ont peur. Une goutte d'eau dans l'océan carcéral. Le ministre de la Justice le reconnaît lui-même. Cette mesure concerne 100 personnes sur environ 80 000 détenus. C'est marginal. Certes, de nouveaux plans répondent à des attentes légitimes. Lutter contre les réseaux animés depuis les prisons, une mesure cohérente, mais insuffisante. Mais je me demande la proportion des idées vraiment mises en place. Interroge Anaïs, comme d'hab, maîtresse de conférence en économie et spécialiste du monde carcéral. Dans 2 ans, ce projet qui est un coup de communication sera enterré. Je crois que c'était marqué à actu.fr. En réalité, les problèmes de violence et d'insécurité dans le milieu carcéral se multiplient. En face, les politiques se succèdent sans grand succès. En 2022, 11 699 actes de violence entre détenus et 4 911 violences physiques sur agents avaient été signalés à la justice. Un record. En 2023, le garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, avait lancé un plan national pour lutter de façon globale et systémique contre la violence carcérale.
Un peu plus d'un an plus tard, difficile d'en voir les conséquences dans le travail du quotidien, reprend Éric Fièvre. Depuis une vingtaine d'années, le système du toujours plus répressif, avec toujours plus de prisons, émaille le discours des politiques, alors que ça ne marche pas. Pour cette chercheuse, le personnel est en grande souffrance, avec beaucoup de rotation et d'arrêt maladie. Avant d'ajouter, Gérard Darmanin ne sert d'eux à des fins électoralistes. Avec cette question, d'accord, on va enfermer 100 narcotrafiquants ensemble, mais après quoi? On fait quoi avec la question de la réinsertion? On entasse les gens et après s'insurge-t-elle? Sur cette question-là, très peu de réponses. En décembre 2024, le nombre de détentions incarcérées dans les prisonniers français a atteint 80 792. À cette date, le nombre de places opérationnelles dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone était de 61 869, avec un taux d'occupation de 129,5%, selon le ministère de la Justice. On va mettre une vidéo de... On va aller sur X déjà. Hop. Ou soit je devrais être là. Tac. Voilà. Mais c'est pareil, tu sais. Je mettrai là. Et là, je mettrai... Et là, je mettrai BF. Hop. Et là, on va mettre émission. On va mettre l'émission... Je crois que... Ouais. Voilà. On va mettre quel... Normalement, je mettrai celui-là. Hop. C'était aujourd'hui. Après le renvoi de l'influenceur algérien, ça c'est un autre sujet, mais bon, bref. Et après, on va voir sur X, Twitter, ex-Twitter. 9. Professeur de criminologie, responsable du pôle sécurité des... on va accueillir maintenant Alain Bauer, le professeur de criminologie, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire national des arts et métiers, pour parler avec vous, Alain Bauer, de l'idée, l'initiative de celui qui était garde des Sceaux et qui est maintenant ministre de la Justice, Gérald Darmanin, d'ouvrir des prisons, plutôt une prison pour y regrouper les principaux narcotrafiquants français. Voilà la réaction de celui qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. La lutte contre la criminalité organisée, c'est un combat national, comparable au terrorisme. Nous allons nous réarmer, comme nous l'avons fait d'ailleurs il y a 10 ans, contre le terrorisme. Dans cette lutte, il va y avoir un instrument essentiel qui va être le texte de loi. Il va y avoir une organisation différente, un état-major par exemple, pour le renseignement, pour les forces de sécurité intérieures, interministérielles, pour mieux se coordonner. Il y aura aussi la spécialisation de la chaîne judiciaire avec la création du PNACO, d'un parquet national spécialisé. Bref, on va forger un nouvel arsenal pour qu'on puisse se rehausser à la hauteur de cette menace qui, je le rappelle, est une menace absolument existentielle pour notre pays.
C'est une bonne idée d'isoler les 100 plus gros narcotrafiquants dans une même prison de haute sécurité. On va les sélectionner, une prison va être désignée et ça sera la meilleure façon d'éviter qu'ils puissent continuer leurs affaires dans leurs cellules. Ce sujet est récurrent, c'est-à-dire que c'est un peu comme les meilleures méthodes de management. Vous savez, régulièrement, vous avez un livre qui sort et qui vous dit la meilleure méthode, c'est la plateforme nationale. Non, c'est l'organisation par filière. Non, c'est un mélange entre les deux. On a un sujet qui est que pour l'instant, on ne sait pas traiter. On ne sait pas traiter parce qu'on a 80 000 personnes détenues pour 62 000 places. On ne sait pas traiter parce que 20% des détenus le sont pour des délits liés aux stupéfiants. On ne sait pas traiter parce que je ne sais pas ce qu'est un gros trafiquant. C'est un concept qui n'est pas déterminé. On va prendre les 100 plus gros. Oui, mais c'est quoi un gros trafiquant? Est-ce que c'est par le volume, le nombre de kilos? Est-ce que c'est par le fait qu'on pense qu'il est un parrain extrêmement puissant, mais parce qu'il gère les finances? Voilà. Sujets qui ont été traités avec Al Capone il y a plus de 100 ans, un peu partout. Et donc, on a toujours choisi soit de créer des quartiers de haute sécurité dans des prisons, soit de créer des prisons spécifiques, et ça a été le cas notamment en Allemagne pour la fraction Armée Rouge, Stammheim, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les principaux dirigeants de la fraction Armée Rouge de se suicider dans la prison la plus sécurisée d'eux. On a eu les QHS dénoncés à leur époque. Bref, on a beaucoup d'options qui reviennent de manière régulière sans qu'aucune, jusqu'à présent, n'ait donné de résultats extrêmement précis, sauf pour l'instant dans un seul pays sud-américain, où là, il y a eu une rafle généralisée de plusieurs dizaines de milliers d'individus enfermés dans des prisons surpeuplées, mais où la guerre contre les maras et autres organisations criminelles a été une affaire d'État sous un régime totalement militarisé. C'est-à-dire, la question n'a pas été de créer une prison. Alors, le ministre a d'ailleurs dit d'abord 100, puis 200, puis plus. Donc, déjà, c'est pas un processus. Il n'y a que 2 prisons aujourd'hui qui pourraient répondre aux critères. Ça pose le problème de la sécurisation des gardiens. Je rappelle très souvent que dans une prison, les gardiens ne sont pas les maîtres de la prison, ce sont les prisonniers qui dirigent la prison. Les gardiens empêchent juste qu'ils se sauvent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça pose les problèmes de la corruption potentielle, des envois de drones, des paquets, bref, de tout ce qui existe au vu et au su de tout le monde pour l'instant. Donc c'est une révision globale du processus pénitentiaire. Oui, quand on interroge les agents pénitentiaires, ils disent oui, il faut nous donner des moyens, alors des portiques qui soient vraiment des portiques de sécurité. Tout à l'heure, un agent pénitentiaire nous disait que finalement on est mieux contrôlé dans un aéroport qu'à l'entrée d'une prison. Permettre aussi des fouilles plus régulières, or ça a été empêché par différentes directives européennes. Donc peut-être qu'on ne donne pas aux surveillants pénitentiaires les moyens d'assurer la sécurité dans les prisons. Indiscutablement, mais ça nécessite une révision globale du processus général d'emprisonnement. Je rappelle que d'ailleurs une partie des prisonniers en prison ne sont pas des condamnés mais des prévenus. Ils sont en détention provisoire. Ou est-ce que ça s'applique à eux ou pas? Est-ce que ce ne sont que des condamnés déjà à plusieurs reprises? Le ministre a précisé, Gérald Darmanin, que ça ne concernerait pas que les stupéfiants, mais aussi les affaires criminelles de grande ampleur, ce qui est le débat qui existe entre l'existence de l'actuelle JUNALCO, Juridiction nationale contre le crime organisé, et l'existence d'une future potentielle juridiction spécialisée contre les stupéfiants, mais qui pourrait quand même s'élargir. Parce que quand on fait des stupéfiants, on ne fait pas que ça, on fait aussi du blanchiment, on peut faire de la corruption. Bref, voilà. On est dans un débat qui aujourd'hui n'est pas abouti. On est dans l'idée qu'il va falloir y faire quelque chose. Le rapport du Sénat sur le sujet a été vraiment une révolution dans Enfin la prise en compte d'eux. Un grand quotidien du soir a soudainement découvert l'ampleur du narcotrafic en France, comme quoi tout arrive. Tout arrive. On avait parlé de Marseille comme... Donc on est d'accord sur le constat au moins. Le fait que ce soit d'une... Aucun débat, le constat est tout à fait juste, il est précis, mais le travail qui a été fait pour comprendre ce qui se passait n'est pas encore terminé sur comment on lutte. Oui, mais quand on dit qu'on part en guerre contre la drogue, les mots ont un sens. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de cette guerre. Et parfois, la guerre, c'est faire fi aussi de certaines règles de droit. Oui, alors surtout que la guerre contre la drogue n'a jamais marché et ne marchera jamais. On y fait la police à la drogue, comme pour le terrorisme. Les affaires criminelles ne sont pas gérées par les militaires. Elles sont gérées par les policiers et les magistrats. De ce point de vue-là, la demande de moyens est parfaitement légitime, compréhensible et indispensable. Mais... vous avez raison, il y a un problème qui s'appelle la procédure
Et pendant très longtemps, pour lutter contre les exactions anciennes de la police et parfois du système judiciaire, on a prévu des protections et des préservations tellement élargies qu'il devient impossible de faire un travail d'enquête ou d'organisation de l'enquête dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments montrent que la corruption, c'est aussi truquer des dossiers pour les faire échouer, perdre des pièces, dépasser les délais. Il y a un problème qui a été indiqué par les inspections générales de la police, même les inspections des services judiciaires. Puis troisièmement, il y a le dialogue qui existe entre les services. On l'a vu dans l'affaire de cette évasion terrible, Mamra, avec beaucoup de morts. Et qu'on n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Qui était que les services du renseignement étaient très informés de ce qui se passait, certains magistrats aussi, et l'administration pénitentiaire pas du tout, à l'intérieur du même ministère. On ne peut même pas leur faire le reproche que c'était deux administrations dans deux ministères différents. Donc il y a un problème aussi de coordination. L'idée d'état-major est de ce point de vue-là plutôt utile, comme elle a été mise en place pour l'OFAST, l'Office de lutte contre les stupéfiants, avec une augmentation massive du nombre de saisies, mais très inférieure à ce qui arrive quand même à passer. J'étais il y a quelques semaines en Martinique, où on m'expliquait quand même très gentiment que le pack de lait était plus cher que la dose de coke. C'est terrible. On a su créer un parquet national antiterrorisme. Est-ce qu'on doit créer des juridictions ou un parquet national de lutte contre la drogue avec des moyens dédiés, avec ce qu'il faut aussi comme aménagement du dispositif légal ou législatif? Oui, pourquoi pas, mais quelles sont les limites? La Junalco, par exemple, elle lutte contre le crime organisé, donc la drogue. Est-ce que le parquet lutte contre la drogue, il va aussi lutter contre ce qui va à côté? C'est-à-dire le crime organisé, les règlements de compte, etc., qui sont des activités purement homicides, de gestion d'une concurrence débridée. Est-ce que ça va gérer le blanchiment? Est-ce que ça va gérer la corruption? Vous savez, quand on a voulu régler le problème Al Capone, on n'a demandé ni aux policiers ni aux gendarmes, on a demandé au fisc de gérer cette affaire. Et d'ailleurs, le fisc lui-même est en train de créer une police fiscale dont une partie des compétences ressemble d'une manière assez proche à d'autres choses. Donc on est dans un... Oui, mais on avait créé les GIR, justement, déjà. Oui. Qui mêlait à la fois la police, la douane et le fisc. C'était une très bonne idée, mais qui s'est heurtée d'abord au précaré, à la défense des intérêts de chacun, à moi je fais ça, mais pourquoi les autres? Entre les douaniers, les policiers et les gendarmes, on peut pas dire... Sauf que le trafic s'est étendu aujourd'hui. Ah bah, il s'est étendu, il a dépassé les villes, il est à la campagne, on a de nouveau des trafics d'héroïne dans des zones campagnardes qu'on ne soupçonnait pas. Vous avez raison, c'est une partie du problème. C'est-à-dire que pour arriver à résoudre cette question... Le débat va moins être sur le haut que sur le bas. C'est le terrain qui va décider de tout. Or, les opérateurs de terrain, policiers, gendarmes, douaniers et magistrats, ils ont une connaissance fine du terrain. Après tout, c'est peut-être à eux de déterminer quelle est la meilleure méthode pour répondre à ces problèmes. Mais on ne parle jamais, quand on parle de trafic de drogue, d'expansion de ce trafic, des consommateurs. Ah non. C'est le grand trou dans la raquette. C'est comme le trou dans la raquette. Je l'ai dit à la commission d'enquête, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si on traite les consommateurs comme des criminels, on n'arrivera jamais à rien. Il faut traiter les consommateurs avec l'enjeu et l'arme. Comme des malades? Oui, comme des malades. Et d'ailleurs, le Code de la santé publique prévoit des instruments extraordinairement répressifs dans le Code de la santé publique sur, par exemple, l'obligation de traitement, etc. Donc il faut sans doute convaincre une partie des médecins. Oui, mais un fumeur de cannabis va vous dire « je ne suis pas malade, oui, je fume tranquillement le soir chez moi, je suis père de famille, je travaille, arrêtez de m'embêter, c'est comme si je buvais un verre d'alcool ou fumais une cigarette. » Mais on est d'accord que quand vous en buvez 20 et que vous êtes sous sur une route et que vous êtes en train de divaguer sur la voie publique, on vous arrête, on vous met en cellule de dégrisement et éventuellement on vous poursuit, y compris pour homicide. Voilà. Et donc le problème n'est pas la consommation, c'est l'ampleur de la consommation, l'amplitude, l'addiction. L'addictologie est une science parfaitement connue. Le docteur Olivenstein l'a expliqué il y a 50 ans. 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on sait qu'il faut traiter les consommateurs comme des malades, qui ne sont ni des dealers, ni des trafiquants. Et même s'ils alimentent le crime. Ah ben bien sûr, mais en la matière, la question est comment réduire la consommation pour réduire le trafic. Parce qu'à l'envers, ça ne marche pas. Donc essayez de comprendre déjà pourquoi il y a autant de consommateurs. La France, paraît-il, est l'un des pays où l'on consomme le plus de cannabis. Et de médicaments pour contourner. Et encore, nous n'avons pour l'instant pas encore vraiment du fentanyl, nous n'avons pas encore de Captagon. Mais donc c'est quoi? C'est une grande psychanalyse des Français qu'il faudrait faire? Non, il faut les traiter comme des gens qui ont des problèmes et on le traite très bien. En France qu'ailleurs. Regardez, on a une politique anti-tabac
On a une politique anti-alcool. Nous n'avons pas de politique oui, parce que c'est des sujets, comme c'est des produits interdits, on n'ose même pas faire des campagnes de prévention. Ben oui, mais c'est tout le problème. Attendez, donc, il faut considérer que ce qui a été fait avec la création de la MILT, qui est celle de toutes les addictions et toutes les toxicomanies, doit permettre de traiter le consommateur pour réduire le trafic, parce que si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Vous disiez, on n'a pas le fentanyl, on n'a pas le captagon. Pas encore. C'est les drogues des zombies que l'on voit aux États-Unis. Oui, Pas ça va encore, arriver. parce que ça va arriver. Oui, on a un début d'opération fentanyl qui vient d'avoir lieu dans le nord de la France et qui a été éradiqué de justesse. Ce n'est qu'un début. Merci Alain Bauer, merci d'avoir été avec nous. On vous écoute et on vous lit, donc on l'a vu passer avec ce dictionnaire. Ça peut paraître assez paradoxal. Amoureux illustré du crime. Oui. Mais sont deux. Il est surtout illustré du crime, mais la collection s'appelle comme ça. Merci Alain Bauer. Hop. Et on va lire. Avec la Cour européenne des droits de l'homme et la loi pénitentiaire de 2009, ce sera compliqué, pour ne pas dire impossible. Le lobby droit de l'hommiste, je crois, droit de l'hommiste est dominant. Tout attaché. Espérons que les prochains qui médiatisent Darmanin l'interrogeront sur les coûts humains et logiques de son projet au QHS, ainsi que sur les sources de financement pour une telle mesure. Après avoir ruiné la gendarmerie, la Macronie poursuit la démagogie et la gabégie. Isolement renforcé des narcotrafiquants. La proposition de Gérald Darmanin suscite interrogation et scepticisme. Ok. Normalement, je peux dire tous. Nous les mettrons à l'isolement, comme on le fait pour les terroristes. Isolement dans certains centres pénitentiaires particuliers, des brouillages de téléphones et portables dans certaines cellules et le renforcement de fouilles pour ces détenus. Et la dernière. Afin d'éviter toute communication téléphonique illicite, un dispositif de brouillage a également été déployé à proximité de sa cellule principale pour un montant de 189 500 €. Au total, la détention du terroriste mobilise 5 cellules de la maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis, où sont hébergés plus de 3200 prisonniers. Le bagne avec les gardes armés et alligators, on est trop faible en matière de législative. Les droits de l'homme devraient être uniquement à destination des honnêtes gens. Pour les autres, juste le droit de la famille. C'est une très bonne idée. Les 100 suivants seront la famille Le Pen. Et c'est Sbire. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo, l'article et Twitter vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.